On commence avec un tournoi hongrois de plus de 60 joueurs. À la 4e place, on aura une liste Astra Militarum. Dans les personnages, on commence avec les fantômes de Gaunt, en tant que seigneur de guerre, le seigneur solaire Leontus, une escouade de commandement de peloton, un tank commander, et enfin, pour finir avec les personnages, nous aurons Ironhand Straken. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 escouades de Katachan, alors attention, on a une escouade de 10 et une autre de 20. À cela, on va ajouter une grosse escouade de 20 d'escorpes de Krieg, et pour ce qui est du reste, nous aurons 2 unités de Sith Green, un Lemanrus Vanquisher, 2 Rogeldorn, 2 sentinelles de reconnaissance, et enfin, une escouade de 5 Tempestutions. Avez-vous déjà eu ce moment où vous vous dites « j'ai déjà vu ça, j'ai déjà été ici ». Certains parlent d'un changement dans la matrice, mais en découvrant cette liste, j'ai ressenti un puissant sentiment de déjà-vu. Et boum, voilà Straken, suivi par 20 Katachans, et à côté, une autre unité de 20 d'escorte. Voilà à quoi ressemble l'innovation en 10e édition. Bref, ce retour à une configuration classique tout en la réinventant pour s'adapter aux nouvelles dynamiques de la 10e édition est un exemple parfait de la façon dont des éléments traditionnels peuvent encore surprendre. La force brute et la résilience de Straken, combinées à des unités de vétérans emblématiques comme les Katachans et à côté les Descorps de Krieg, offrent un mélange de nostalgie et d'innovation qui prouve que même les concepts éprouvés peuvent encore briller dans l'environnement compétitif actuel. En 3e position, ce sera une liste d'Esgard. Dans les personnages, on commence avec 2 Biologus putrifieurs, 2 corrupteurs nidoreux, grand classique de la Desgard. À cela, en tant que seigneur de guerre, nous allons ajouter Mortarion, ainsi que Typhus. Du côté des unités de ligne, ce sera très simple, 2 unités de 10 Plague Marines. En transport dédié, 2 Rhinos, et pour ce qui est du reste, on aura une unité de 10 cultistes de la Desgard, un seul drone fétide, équipé de ses petits lance-flammes, 2 Plague Petite particularité à d'habitude, cette fois-ci seront équipés de canons entropie. Côté unité alliée, ce sera simple aussi et un grand classique de Dog Brigand. Le joueur a surpris tout le monde avec une liste d'Esgard peu conventionnelle, notamment marquée par la présence de Mortarion, une figure récemment de plus en plus intégrée sur les tables de jeu compétitives. Ce qui distingue réellement cette liste, c'est sa composition variée, presque hétéroclite. Plutôt que de suivre une ligne directrice claire, le joueur semble avoir opté pour une approche ludique intégrant une multitude d'éléments différents, comme s'il avait eu carte blanche pour sélectionner ses unités sans contrainte. Cette approche peut sembler audacieuse, voire risquée, mais s'est révélée être une stratégie gagnante. En intégrant une variété d'unités aux rôles très divers, il a su maximiser la polyvalence de sa liste, lui permettant de s'adapter aux nombreuses situations rencontrées durant le tournoi. C'est cette flexibilité qui lui a permis de naviguer avec succès jusqu'à la 3e place. Cette performance démontre qu'une approche moins conventionnelle, lorsqu'elle est bien exécutée, peut perturber les attentes de l'adversaire et ouvrir de nouvelles possibilités tactiques. Une belle leçon de stratégie et d'audace qui a payé, alors bravo. À la 2e place, nous aurons une liste World Eater. Les personnages, on commence avec le seigneur de guerre et primarque de la Légion, Angron. À cela, on rajoute Karn, le Félon, le Seigneur Invocatus, un maître des exécutions World Eater avec l'optimisation Glaive Berserk. Du côté des unités de ligne, on aura une unité de 10 Jackal, 2 unités de 5 Berserkers de Corne, en transport dédié 2 Rhinos, et pour le reste, ce sera une unité de 3 Octoliers, 3 unités d'Octoliers exaltés et petite précision, on a 2 petites unités de 3 et une grande unité de 6. Enfin, pour finir, une unité de 2 rejetons du chaos World Eater. Pour tirer le meilleur parti des World Eater, il faut souvent plonger dans les détails et chercher cette touche d'unicité qui peut faire la différence. Souvent, cela se joue dans l'agencement précis des Rhinos, Berserkers et Octoliers. Dans cette liste, on retrouve une configuration intéressante avec 2 unités de 5 Berserkers plutôt que les configurations plus classiques avec une grande unité de 10 et une plus petite de 5, ou simplement un bloc unique de 10 Berserkers. S'y ajoutent quelques Octoliers supplémentaires, créant une armée qui, à première vue, pourrait sembler se fondre dans le chaos rouge habituel, mais qui révèle une subtilité dans sa composition. Ce choix montre bien que même de petites variations dans la structure d'une liste peuvent avoir un impact important sur le déroulement des parties. Le joueur a su tirer parti de ces ajustements pour rester invaincu et décrocher une brillante 2e place. Alors, félicitations pour cette performance. Enfin, à la 1re place, nous aurons une liste tyrannide, en détachement flotte d'invasion. Les personnages, on commence avec la mort subite. Ensuite, un tyran des ruches en tant que seigneur
seigneur de guerre avec l'optimisation biologie adaptative. À cela, grand classique des listes tyrannides, on rajoute un neurotyran. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 gargouilles, pour le reste un biovore, 3 exocrines, 3 malceptors, 2 neurolictors, 2 unités d'un pyrovore et enfin un trigon. Cette liste combine habilement des unités rapides et flexibles idéales pour la réalisation d'objectifs tout en s'appuyant sur une ligne de front de grands monstres. Un choix classique pour ce type d'armée. Ce qui la rend particulièrement intéressante, c'est sa polyvalence. Certes, elle peut être rapide et imprévisible, mais elle est tout aussi durable selon les situations et mortelle lorsque les conditions sont favorables. Le succès de cette approche repose sur un équilibre subtil entre la mobilité, la résistance et la puissance de feu. En fonction de l'adversaire et du contexte, l'armée peut ajuster ses priorités et exceller dans plusieurs domaines à la fois. Tout ceci, couplé à une bonne exécution tactique, a permis à son pilote de décrocher la victoire. Une performance qui souligne l'importance d'une stratégie bien équilibrée dans l'environnement compétitif des tournois solo. Donc félicitations pour ce succès. On continue avec un tournoi ayant regroupé plus de 80 joueurs. À la 4e place, nous avons une liste Thousand Suns. Dans les personnages, on commence avec 3 sorciers exaltés sur un disque de Tzeentch, dont l'un sera équipé de l'optimisation Lord of Forbidden Lore. À cela, on rajoute 3 maîtres infernaux. Le premier aura l'optimisation du Crystal Umbralefice et le second, l'Arcane Vortex. Bien sûr, qui dit liste Thousand Suns, on n'oublie jamais le grand primarque Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, aussi grand classique des listes Thousand Suns, mais cela je ne vais pas vous l'apprendre. 4 unités de 5 rubriques Marines. Pour le reste, 2 mutalistes Vortex, une unité de 2 rejetons du chaos, et enfin 2 unités de 10 cultistes. Le positionnement des mutalistes Vortex permet de verrouiller les objectifs, tandis que les capacités psychiques dévastatrices des Thousand Suns infligent des dégâts massifs à distance. Ce plan de jeu est particulièrement efficace contre des adversaires qui ne peuvent pas engager les Thousand Suns de manière optimale. Cette synergie entre le contrôle du champ de bataille et la domination psychique illustre la grande capacité d'adaptation de l'armée. Cette approche équilibrée leur permet de rester compétitifs même face aux armées les plus agressives. Une exécution brillante qui mérite amplement cette première place. À la 3e place, ce sera une liste chevalier gris. Dans les personnages, comme à leur habitude en tant que seigneur de guerre, le maître Kaldor. Ensuite, un librarian de la confrérie avec l'optimisation Inescapable Growth. Un grand maître en armure Terminator avec l'optimisation saut d'exigence. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 Terminators de la confrérie, 2 unités de 5 Strike, et pour le reste, une grosse unité de 10 paladins pour Cuirassier Nemesis et en unité alliée, l'assassin Calidus. Les chevaliers gris poursuivent une saison de résultats mitigés, en partie à cause des derniers nerfs et des nouvelles exigences du pack de mission Paria Nexus, qui favorise les armées capables de dominer le centre du champ de bataille plutôt que celles opérant en périphérie, comme c'est souvent le cas avec les missions secrètes que peuvent effectuer les chevaliers gris. La liste présentée ici est un bon exemple d'une armée polyvalente capable de s'adapter à un large spectre de menaces et de profils adverses. C'est probablement la meilleure approche pour les chevaliers gris dans l'environnement compétitif des tournois solo actuels. Bien qu'ils rencontrent des défis liés à ces évolutions, cette flexibilité leur permet de rester compétitifs comme le prouve cette performance qui les place au sommet. Une gestion équilibrée et réfléchie des unités a permis de compenser les faiblesses apparentes et de maximiser l'efficacité de l'armée, particulièrement grâce à la grande unité de paladins menée par le grand maître leur permettant de pouvoir ignorer tous les modificateurs, ce qui est parfait lorsque l'on voit les listes d'Archangel Gladius performer aussi souvent. Dans tous les cas, félicitations pour cette belle prestation. À la 2e place, nous avons une liste Necron, cette fois-ci en dynastie éveillée. Dans les personnages, on commence avec un Destroyer Exmark, l'Illuminor Zeras en tant que seigneur de guerre, un Tétrarque avec l'optimisation Voile des Ténèbres, 3 seigneurs Scorpec, dont l'un aura l'optimisation, pardonnez mon anglais, Enaegic Dermal Bond, je me souviens plus de la trad française, mais passons. Un technomancien avec l'optimisation, là aussi pardonnez mon anglais, Netherrealm Casket. Allez, on va passer au reste de l'armée, on va pas tergiverser ici. Mon anglais reste excellent. Allez, à cela on ajoute 2 réanimateurs Canoptech, une grosse unité de 6 Canoptech Brace, une petite unité de 2 Cryptotral, une unité de 5 dépeceurs, un Destroyer Locust, 3 unités de 2 Locust Destroyer lourds avec leur Ghost
destructeurs, une unité de 10 factionnaires avec leurs épées et leurs boucliers, et on finit avec 3 unités de 3 destroyers Scorpek. Surtout, ne vous laissez pas distraire par la défaite en finale, car cette liste Dynastie éveillée démontre un véritable potentiel tactique. Ce type d'armée excelle dans les missions grâce à une solide capacité à tenir les objectifs et absorber les coups. Les blocs de Wraith et de factionnaires jouent un rôle clé en tant que pivot, offrant une résistance cruciale tout en permettant à l'armée de réagir par des contre-attaques stratégiques. Le rôle de l'Illuminor Zeras et des différents seigneurs est également fondamental. Ils agissent non seulement comme des unités offensives, mais apportent aussi une capacité de résurrection renforçant la durabilité de l'ensemble. Cette liste peut rapidement placer l'adversaire en difficulté, le forçant à gérer de multiples petites unités qui se révèlent plus résistantes qu'il n'y paraît. La force de cette liste réside dans sa synergie entre la durabilité, le contrôle du champ de bataille et la capacité à frapper en contre-charge. C'est une armée qui se montre particulièrement redoutable lorsqu'elle verrouille l'adversaire, le forçant à dépenser ses ressources pour peu de résultats. C'est un très bon travail stratégique qui a permis d'atteindre le haut du classement, alors bravo. Enfin, à la première place, nous aurons une liste Space Wolf en détachement Stormlands. Les personnages, on commence avec Bjorn Main Terrible, un lieutenant avec son arme combinée, Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre, 3 chefs de bataille garde-loup sur loup tonnerre, tous équipés de gantelets énergétiques et de boucliers tempête pour l'invulnérable 4+. À cela on rajoute 3 seigneurs loups sur loup tonnerre, tous équipés aussi de gantelets énergétiques et d'un bouclier relique, dont l'un sera équipé de l'optimisation instinct du chasseur. Pour ce qui est du reste de l'armée, nous aurons 2 unités d'intercesseurs d'assaut avec leurs réacteurs dorsaux, une unité de 5 infiltrators, 2 unités de 5 scouts, 3 unités de 6 cavaliers tonnerre, tous équipés évidemment du bouclier tempête. Et enfin en unité alliée, l'assassin Calidus. Les cavaliers sur loup tonnerre continuent de dominer la scène compétitive et la liste d'emprisonnement des loups, la Wolf Jail, en est un excellent exemple. Ces derniers mois ont été particulièrement fructueux pour cette armée, qui capitalise sur la mobilité réactive et les stratégies défensives du détachement Stormlands. Le dernier permet aux unités de manœuvrer avec efficacité tout en se protégeant des menaces adverses. De plus, l'inclusion des scouts et des intercesseurs d'assaut avec réacteurs dorsaux à faible coût permettent de couvrir plus de terrain et d'assurer des objectifs secondaires sans sacrifier les ressources principales. La force de cette liste repose sur sa capacité à allier force brute et subtilité tactique pour ce qui est de la validation des objectifs secondaires. Cette combinaison a permis aux Space Wolf de s'imposer lors de cet événement, confirmant une fois de plus sa place de choix dans l'environnement compétitif des tournois solo actuels. Une victoire méritée qui souligne la pertinence de cette approche dans un environnement compétitif très exigeant. On finira la vidéo avec une liste ayant remporté la première place d'un tournoi ayant regroupé plus de 30 joueurs. Il s'agit d'une liste Black Templar en détachement Iron Storm. Peut-être que cela n'attire pas votre attention car c'est un tournoi de 30 joueurs et d'une liste Black Templar que l'on n'a plus revue depuis très longtemps. Mais avant que vous ne partiez de cette vidéo, si je vous disais que le joueur ayant mené cette liste est le joueur ayant ramené une forte popularité pour le culte Genestealers. Oui, je parle bien d'Ines Wilson lui-même. Ah, là j'ai votre attention par contre. Ce n'est pas parce que ce sont des petits tournois ou des listes qui sortent de l'ordinaire qu'elles sont plus mauvaises que les autres. Allez, j'arrête de vous taquiner, de vous embêter. Dans les personnages, on aura un lieutenant avec armes combinées qui aura l'optimisation Master of the Machine War. Cela en rajoute en tant que seigneur de guerre un seul tech marine qui sera équipé de l'optimisation Target Augury Web. Pour ce qui est du reste de la liste, on aura 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec réacteurs dorsaux, une unité de 5 infiltrateurs, une seule unité de 5 scouts, 2 gladiateurs lanceurs Black Templar pour le multifuseur en plus, 3 gladiateurs Reaper Black Templar pour avoir ce petit multifuseur en plus, un Storm Raven, oui, il fait son retour, et on finit avec 2 Vindicators. Inès a clairement opté pour un changement radical de stratégie après plusieurs semaines passées à jouer des listes plus fragiles et subtiles en culte Genestealers. Cette fois-ci, il a choisi de revenir à une approche beaucoup plus directe et percutante en s'appuyant sur la puissance de feu massive de véhicules. La liste Iron Storm brille par sa capacité à infliger des dégâts à longue portée et en grand volume, une caractéristique particulièrement efficace dans une méta dominée par des armées de mêlée ou à armes mixtes. L'un des avantages majeurs de cette liste est sa capacité à neutraliser rapidement des menaces importantes.
Dans un environnement où les armées cherchent souvent à se disputer les objectifs de manière plus nuancée, la simple possibilité d'éliminer des unités clés avec une puissance de feu brute met l'adversaire sous une pression immédiate. Cette approche directe pose des défis difficiles à surmonter pour ceux qui cherchent à adopter des stratégies plus complexes. Cette victoire démontre l'efficacité d'une approche axée sur la destruction pure et simple, surtout dans un contexte où beaucoup mise sur la subtilité et la polyvalence. Donc félicitations à Inès pour avoir brillamment exploité cette stratégie pour s'imposer lors de l'événement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.